Bonjour à tous et bienvenue sur Géopolitique Profonde GPTV Actu pour votre émission d'analyse quotidienne du lundi au vendredi. Et nous sommes le dernier jour de la semaine pour analyser cette actualité avant de nous laisser un magnifique week-end qui sera riche en événements, en animation et en symbolique. Préparez-vous à un ange déchu qui arrive sur Terre, préparez-vous à une cérémonie dystopique. Donc avant d'en arriver à cette période du week-end qui va nous donner beaucoup de grains à moudre pour les émissions qu'on va avoir la semaine prochaine, c'est-à-dire la matinale de géopolitique profonde et les émissions d'analyse qu'on va continuer, et bien là, on va faire tout simplement un petit bilan, c'est-à-dire nous avons pu voir avec tous ces jours où vous nous avez suivis très nombreux, et bien on a pu analyser différentes petites pépites, des moments même importants, que ce soit politiques, financiers, sociétaux, avec le wokisme, le LGBTisme, et donc là, on va tout simplement faire un petit bilan pour voir vraiment si c'est nous qui avons un problème, parce que c'est vrai qu'on fait partie d'une infime minorité qui semble ne pas être en extase devant ces magnifiques Jeux olympiques. On n'est pas tombé à nouveau amoureux d'Emmanuel Macron qui prépare différentes cérémonies de triomphe à partir de septembre. On va parler de tout ça. Mais pour ça, je suis accompagné de mon comparse, de mon compagnon Nicolas Stoker. Bonjour Nicolas. Bonjour Raphaël, bonjour chers internautes. Alors, chers spectateurs, évidemment, pensez au pouce, pensez à partager la vidéo dès maintenant sur tous vos réseaux sociaux. Et bien évidemment, donc, on va pouvoir faire un petit peu le bilan. Donc, Nicolas, avant de se concentrer sur certains aspects précis pour faire ce petit bilan, étant donné qu'on arrive à la fin de ces Jeux Olympiques, quel serait ton bilan sur ces Jeux Olympiques, ton bilan global? Ben, j'attends la fin parce que c'est au pied du mur qu'on attend notre bâtisseur. La cérémonie d'ouverture était en fait une cérémonie, contrairement à ce qu'ils ont dit, non pas du tout de réconciliation, mais de représailles, quand on regarde bien, de vengeance générale. Et ça, c'était flagrant. On l'a vu, par exemple, Madame Delsol le dit très bien sur l'inscription de la loi de l'avortement dans la Constitution. Il ne s'agit pas de réconcilier les gens, c'est pas du tout ça. C'est de la représailles parce qu'il y a une dimension de représailles, c'est-à-dire on se venge de tout ce que vous nous auriez, vous les normaux, vous les gens normaux, donc ça veut dire les gens normaux, ça veut dire donc en effet les pisse-vinaigre, les peines à jouir, les Gaulois réfractaires. On se venge en vous balançant là tout un tas de trucs dont on sait que ça va vous faire réagir. Donc c'était une cérémonie, j'appellerais ça la cérémonie de représailles pour débuter. Mais très bien. Et j'ai envie de dire, ça a plu à 89% des Français. Donc il y a aujourd'hui une déconstruction complète qui donne raison quelque part, c'est désolant, mais c'est comme ça à Macron, disant il n'y a pas de culture française, la preuve, puisqu'il y a si peu de Français aujourd'hui pour la défendre, à part peut-être nous et quelques médias, il y en a vraiment de moins en moins. Donc 89% des gens n'en finissaient pas de jouir justement de cette cérémonie d'ouverture. Je m'essayais à un petit sondage en ligne dans le Figaro juste avant le début de l'émission. Étiez-vous satisfait? Est-ce que les JO sont une réussite, oui ou non? Donc évidemment, j'ai répondu non. Et pour voir un peu quel était l'état des forces en présence, plus de 90% de oui. Hein, donc c'est vrai, c'est pas. Moi, je ne crois pas seulement au fait que les sondages toujours sont bidonnés. Ils le sont parfois, des sondages stratégiques. Mais là, je pense que réellement, les gens trouvaient ça beau. Voilà, c'est le mot qui convient pour eux. Moi, j'ai trouvé ça dégueulasse, évidemment, mais eux, ils ont trouvé ça beau. Donc, ce qui va m'intéresser maintenant dans la cérémonie de fin, qui va être le passage de témoins. On nous parle déjà du passage de témoins vers la Cité des Anges. Ils le disent, hein, Los Angeles, la Cité des Anges. C'est pour donner du grain à moudre à ce que tu venais de dire, Raphaël, sur l'ange déchu et tout ce qu'avait représenté la cérémonie d'ouverture. Donc moi, j'attends de voir qu'est-ce que c'est que ce monde d'après. Hein, il y a une dystopie, les jeux vont disparaître, si j'ai bien compris, et vont réapparaître. Alors, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que c'est ce monde que vous nous préparez? Maintenant que vous nous avez dit tout le mal que vous pensiez fondamentalement au travers de vos provocations permanentes, hein, les Thomas Joly, les Patrick Boucheron et toute la clique qui a dégainé le porter-plainte. Hein, ils sont tous portés plainte. Donc moi, j'aimerais savoir quel va être finalement le monde idéal maintenant qu'on va nous présenter. On est sorti du métro avec Zidane, les enfants sortaient des catacombes, on a passé la flamme olympique, ça s'est déroulé comme ça s'est déroulé.
les chevaliers de l'Apocalypse, et puis, in fine, finalement, cette espèce de monument prométhéen, cette lumière dans les ténèbres, et pourtant les ténèbres n'en avaient pas voulu, selon les évangiles, qui est vraiment l'élément prométhéen d'EDF, ou non, c'est le vieil homme en quelque sorte, et puis c'est aussi le français de souche. Il est épuisé, il a plus de 90 ans, le brave homme. C'était un ancien champion. Il est dans son fauteuil roulant et il donne en tant que bon remplacé. Et il a envie d'être remplacé, on le sent d'ailleurs. Il a attendu toute la cérémonie sous la pluie. Lui, il n'a pas eu le droit. Contrairement à Monsieur Estanguet dont tu parlais hier, lui, il n'a pas eu le droit, ce malheureux champion olympique, au parapluie. Et donc, il le donne à ces représentants de la France racisée qui vont allumer la flamme. Et donc, j'imagine que ça va être la France de demain. Eh bien, acceptons-en l'augure. Acceptons l'augure de ce que ça, cette France de demain. J'imagine que Boucheron et Joly en particulier, et puis derrière, évidemment, de toute façon, on sait qu'il y a le couple Macron. Quel va être le monde de demain? Ah, c'est bien d'avoir écrit un livre, Monsieur Macron, qui s'appelait Révolution. C'est bien de parler de disruption tous les 4 matins. Mais alors, ça va être quoi, le monde de demain? Eh bien, j'attends avec impatience la cérémonie de fermeture. Absolument, absolument. C'est-à-dire qu'on a, vraiment, finalement 2 situations, 2 éléments qu'il faut bien analyser. C'est à la fois, évidemment, la France en tant que société avec les symboles qui nous ont été indiqués, c'est-à-dire la marche qui est en cours, l'agenda qui est mis en place. La cérémonie d'ouverture a été très claire sur ça, c'est il faut détruire l'ancien monde. Il faut montrer que l'ancien monde a été décapité de manière sanglante et de manière festive, et donc ensuite il faut faire place à la modernité. C'est-à-dire, il faut que sous la pluie, sous les lumières, il nous faut une femme à barbe, à 4 pattes, qui puisse ramper sur un tapis avec un schtroumpf bleu, qui aime personnellement être exhibitionniste que dans le privé, pas dans le public, et collectionner ses excréments. Eh bien, ce sont tous ces éléments qu'il faut montrer avec, non pas un Christ qui est représenté dans la scène, mais c'est en fait une femme lesbienne obèse. C'est vraiment, mais il n'y a plus rien qui va. C'est cet élément-là, mais on a aussi évidemment l'évolution politique. Et donc là, Nicolas, on a fait aussi de temps en temps certains commentaires. On a l'impression que la trêve olympique a marché de force. C'est-à-dire, les médias, en tout cas, ont réalisé leur travail, c'est-à-dire d'absence de communication, en tout cas de manière vraiment très furtive, sur la réalité politique. C'est-à-dire, avant la trêve olympique, nous étions dans un chaos politique. Tout le monde parlait de chaos politique. Les politiciens eux-mêmes, les partis politiques eux-mêmes, c'était la guerre, c'était la révolution qui était en marche avec le nouveau Front populaire, qui était en furie, étant donné que, suite aux résultats des élections législatives, il faut un Premier ministre du nouveau Front populaire. Et on a eu des petites évolutions pendant ces Jeux olympiques. On a entendu parler de futurs Premiers ministres. On a parlé donc de Lucie Cassette, qui en plus a déployé tout un arsenal de communication en parlant de son orientation sexuelle pour dire qui elle était. Mais on a aussi donc Emmanuel Macron qui a fourni à la presse des éléments, en tout cas la presse qui a communiqué les futurs éléments de stratégie d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire un certain remaniement. Donc, est-ce que tu pourrais nous faire un petit peu le point sur les éléments que l'on a pu avoir, qui nous permettraient d'anticiper ce que l'on va avoir politiquement parlant, sur le plan en fait, de l'Assemblée, sur le plan du gouvernement démissionnaire, etc., ce qui risque de se passer? C'est comme la cérémonie de fermeture. On attend l'ouvrier au pied du mur. Il a tout détruit. C'est pas compliqué. Euh, la Constitution, celle de 1848, qui explique que la condition sine qua non pour avoir un gouvernement libéral, enfin un véritable gouvernement, c'est la séparation des pouvoirs. Il a détruit à la racine le principe républicain de 1848, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui évoque aussi dans son article, je crois, 19, la séparation des pouvoirs. Cette séparation des pouvoirs, aujourd'hui, n'existe plus. On l'a encore vu avec les circulaires d'application où les médias titrent sur le tour de vis de l'exécutif. Donc, M. Darmanin et le garde des Sceaux co-signent une circulaire pour faire un tour de vis. Gare à vous, charlatans, qui n'êtes pas d'accord avec les prescriptions de Big Pharma. Vous êtes considérés comme aujourd'hui dans un cas de dérive sectaire. C'était une loi de mai 2024, en plein cœur de l'été, comme en 2017 lorsque Madame Buzyn, de sinistre mémoire, annonce les 11 vaccinations d'une loi de l'automne 2017. Donc là, c'est exactement pareil. Donc, on a un gouvernement qui finalement continue à gouverner tranquillement après avoir aidé les copains à pourvoir aux sinécures
de l'Assemblée nationale, qui au perchoir, qui au bureau, qui en vice-président, qui en président de commission. Donc voilà que ces seigneurs s'autorisent tout, à la fois dans l'exécutif et dans le législatif, puis revenant dans l'exécutif pour tirer les lauriers, évidemment, de l'immense succès sur le plan, entre autres, sécuritaire que seraient ces Jeux olympiques. Donc, on ne parle plus de nouveau gouvernement, on parle juste de remaniement, en effet, ministériel. C'est la communication de l'Élysée. Nous ne sommes plus que dans un remaniement, comme si finalement il n'y avait pas eu d'élection d'élection législative ou que celle-ci avait donné un résultat à peu près équivalent à l'Assemblée de 2022, parce que c'est pour ça, on fait un remaniement, en effet, en cours de législature. Ce mot est pas neutre, je le redis. Un remaniement, c'est en cours de législature. Là, c'est pas un remaniement. Le gouvernement est démissionnaire. Il doit nommer un nouveau Premier ministre qui correspond, qui va tenir un discours de politique générale auprès de nouveaux députés. De nouveaux députés. Et l'équilibre global de l'Assemblée a fortement modifié ce que assez pompeusement il appelait les oppositions. Quand on comptait ce qui est aujourd'hui la NUPES plus le Rassemblement national, ça faisait pas une majorité. Mmh. Donc, il arrivait à passer par le 49.3 parce qu'il n'y avait jamais la majorité requise pour une censure. Alors que maintenant, comptez bien, NFP plus RN, c'est largement plus de 289 députés. Donc, ça veut dire qu'il y a probablement, en termes de probabilité, attendra un gouvernement, quel qu'il soit, puisqu'on a déjà compris que ce sera un gouvernement du centre et de la droite, peut-être le frangin Xavier Bertrand, ce sera un gouvernement qui sera structurellement minoritaire. On va encore improprement nous parler de majorité présidentielle, mais il sera structurellement minoritaire. Donc là, à nouveau, c'est comme pour la cérémonie de fermeture, le monde d'après, j'attends de voir ça. J'attends de voir ce que ça va être. Est-ce que ça va être l'équivalent de Zelensky en Ukraine? Peut-être. C'est-à-dire qu'en fait, on peut proroger son mandat aussi longtemps qu'on le souhaite. Il n'y a plus. On va faire vraiment une démocratie sans le peuple. C'est-à-dire que ça va être le parachèvement de cette œuvre. Comment faire de la démocratie en déclarant la guerre à son peuple et en continuant cette guerre pour la mener jusqu'à son terme. Absolument, différents types de guerres et on est aussi face à une guerre économique. Ça aussi, c'est un des avantages, on va dire, de la trêve olympique, en tout cas des Jeux olympiques. Ça permet de mettre la poussière sous le tapis de force, hein. C'est-à-dire on vous met la tête sous le tapis et on vous met avec la poussière dessous. C'est-à-dire que, avec ces Jeux olympiques, donc là, nous sommes en train de festoyer, on est en train d'admirer évidemment de nombreux sports, de nombreuses infrastructures qui en plus sont offertes pour tout le monde. Vous vous souvenez, parmi toutes les choses que l'on a pu commenter, on a eu aussi des espaces inclusifs qui ont été développés, c'est-à-dire que il fallait se déplacer avec des QR codes dans la capitale, qui sont d'ailleurs toujours présents. Là, vous allez avoir le marathon qui va avoir lieu, et donc vous avez des zones qui seront réservées même aux résidents parisiens, où en fait ils vont devoir avoir besoin donc de certains QR codes dans les fameuses zones rouges. Ensuite, il va falloir avoir ses billets. Vous devez passer par des barrières, par des parcs humains pour pouvoir assister à ces jeux. Mais comme je l'ai dit, il y a aussi toute une dimension économique. Donc là aussi, je sais pas, je suis curieux d'avoir un peu ton commentaire global. On a parlé très régulièrement, évidemment, suite aux révélations de Mediapart. On savait tous, bien évidemment, je l'ai vu dans les commentaires, c'est-à-dire on savait que la Seine n'était pas dépolluée. Mais il y a une grosse différence entre le fait de savoir et d'avoir les documents à l'appui. C'est ça qui est très important. C'est une très grosse différence. C'est-à-dire d'avoir les documents qui sont publiés, qui montrent qu'il y a un mensonge intégral du chef d'État et des personnages politiques qui ont utilisé l'argent public, 1,4 milliard. Mais on n'en est pas uniquement à 1,4 milliard. Vous vous souvenez, pour la cérémonie d'ouverture, on parlait d'une centaine de millions d'euros. Je crois que c'était environ 160 millions d'euros. Mais le coût global des Jeux Olympiques, qui a été anticipé au début avec un budget de 9 milliards, il semblerait qu'on puisse monter en comptant les fameux coûts indirects. On inclut la dépollution de la Seine, il y a la sécurisation donc de la cérémonie d'ouverture, les fameuses primes pour les agents publics, etc. Souvenez-vous qu'on est face à un dispositif sécuritaire qui est colossal, avec plus de 30 000 agents de sécurité issus de différents corps. Évidemment donc de sécurité, eh bien on peut monter jusqu'à 11 milliards là finalement de dépenses, avec 4,3 milliards environ d'argent public. Pourquoi je dis ça? C'est que on a eu les élections européennes qui ont été intégralement balayées suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais une des discussions importantes qui était apparue lors
des élections européennes, c'était la situation budgétaire de la France. C'était la pression de l'Union européenne, la punition de l'Union européenne sur le déficit public et le fait qu'on puisse se prendre des sanctions. Donc là aussi, c'est quelle peut être un peu la rentrée, non pas symbolique et culturelle, mais quelle peut être aussi la rentrée économique pour la France, selon toi, Nicolas? Bah, ça va être very bad trip, hein, pour ceux qui connaissent. On s'est éclaté toute la nuit avec les JO. Demain matin, lundi matin, là, il va y avoir des surprises, hein, chez tous nos moujons, tellement heureux de la France qui a été au cœur et dont on nous dit ça va durer des années. C'est comme Londres, pendant des années, on va en bénéficier en termes de tourisme, bien évidemment. Il y a un truc qui n'a pas faibli aussi, hein, pendant les JO, c'est la propagande. Alors là, ils y sont allés à fond, hein. Oh, les triathlètes, elle était claire cette eau, on avait envie d'en boire. Alors que certains sont allés quand même à l'hosto, il y en a un paquet, et puis de plus en plus, hein, ça sort tous les jours, hein, les nouveaux malades. Et de déclarer. C'est ça aussi, hein. Ah Prenez oui, en compte que ce qui apparaît dans les médias, ce sont les triathlètes ou en tout cas les coachs qui parlent de leurs athlètes. Imaginez ceux qui refusent de parler. t'en parlais qu'une petite chiassouille, pour certains, ça passe comme ça, hein. Ça dépend que si vous êtes fragile, comme certains des intestins, des choses comme ça, bah alors là, vous la sentez passer. Dans la d'autres, c'est même pas un petit coup de fatigue, rien du tout. On a eu aussi celui qui devait être champion du 100 mètres, qui est sorti en fauteuil roulant. Le malheureux a attrapé le Covid. Mais alors, il était asthmatique. Mais de toute façon, j'ai remarqué qu'ils étaient tous asthmatiques, parce que c'est très bien, parce que ça permet de se bourrer de corticoïdes, hein. En fait, les asthmatiques, dans tous les sports, ils sont tous asthmatiques, les grands sportifs. C'est quand même étonnant. C'est surtout une façon, en effet, de passer un certain nombre de médicaments qui ne passeraient pas sinon le contrôle de dopage. La propagande, donc, ne faiblit pas. Moi, je m'amuse quand même, encore une fois. Elle est tellement bonne, cette eau, elle est tellement douce, pourquoi tous les Français vont pas se baigner? Et là, ça m'amuse encore plus, la propagande des triathlètes. On aurait aimé, on aurait pu en boire, on aurait pu, mais enfin, pas seulement on aurait pu, faut la boire. Faut la boire, faut la boire. Faut en boire beaucoup. Il y en a un ou deux quand même qui a dit oui, bon, elle avait pas de goût. Bon, c'est la preuve qu'ils ont dû la boire. Peut-être qu'ils ont bu la tasse surtout. Enfin voilà, la propagande, aussi ridicule et nulle soit-elle, une des dernières aussi, une des dernières finalement de cette quinzaine de la propagande, hein. On a eu la quinzaine de la haine pendant les élections législatives, donc avec le mal incarné qui était le Rassemblement national, et puis là on a le bien incarné qui est cette série, la paix, le message de paix, d'amour des JO. Il y a eu aussi, alors moi qui suis pourtant souvent dans le métro, je sais pas où ils sont allés les dégoter, ceux-là, ils ont peut-être fait venir pour l'occasion. Les touristes se sont esbaudis de la qualité des chanteurs de métro. À part quelques-uns qui nous cassent horriblement les oreilles, une horrible scénette, et puis après une voix caverneuse réclame leur obol, j'avoue que des grands musiciens de talent, hein, on nous avait vendu un comme ça qui avait fini à la Nouvelle Star ou je ne sais quoi. Je crois l'autre avec sa espèce de barrette dans les cheveux. Enfin, en tout cas, on en a quand même assez peu de grands artistes. Ça veut pas dire, il n'y a aucun mépris là-dedans, mais enfin, de là à dire, ils sont extraordinaires. Oh, et puis ils ont voulu rester pour les touristes en plus. C'est pareil, c'est des volontaires. Ils sont tous volontaires. Ça veut pas dire qu'ils sont bénévoles. Volontaire veut pas dire bénévole. Et par exemple, pourquoi c'était plus propre à Paris? On s'est rendu compte qu'il y avait au moins une brigade de 150, voire plus, de volontaires. Volontaire, une fois, ne veut pas dire bénévole. Vous pouvez être volontaire, hein, et être payé en heures sup ou choses comme ça, en disant, bah voilà, je vais faire ces heures-là. Sauf qu'ils ont fait que ces volontaires, ils n'ont fait que, comment dire, c'est-à-dire que on a inventé un monde où le normal devient l'exceptionnel. En général, c'est l'inverse qu'on reproche, en disant oui, c'est exceptionnel, vous voulez le rendre normal. D'ailleurs, c'est ce qu'ils veulent dire. Ils veulent dire on va en tirer des conséquences pour que la ville soit moins dégueulasse. Mais enfin, ce qu'ils ont fait, c'est dire vider des poubelles. Ramasser une merde de chien sur un trottoir. Mais enfin, ça a toujours été le travail d'un certain nombre de services de la mairie de Paris. Y a-t-il besoin de volontaires alors que le nombre de fonctionnaires est si considérable à la mairie de Paris, pour qu'on soit obligé de faire appel à des gens en plus? Mais de qui se moque-t-on? Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre.
Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.